La petite princesse s'en va combattre le dragon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon curieux booktube féministe. Aujourd'hui, je vais vous parler du roman Désastre de Séverine Vidal qui est paru chez Sarbacane en septembre 2019. C'est un roman qui m'avait donné très envie à sa sortie, que j'ai acheté dès qu'il a été publié, pour deux raisons. La première, donc, c'est son autrice en fait, donc Séverine Vidal, parce que j'avais beaucoup aimé son roman Quelqu'un qu'on aime, qui a été publié déjà chez Sarbacane en 2015. Ce roman, en fait, c'est un road trip. Moi, c'est un genre que j'aime beaucoup. Donc, je trouve que c'est toujours plein de surprises, d'aventures, plein de liberté. Séverine Vidal, vous la connaissez aussi peut-être comme l'autrice de Peppo, qui a été publiée chez Bayard en 2018. Et là, tout récemment, juste avant le confinement, elle a également publié chez Rajo un roman qui s'appelle Soleil glacé. Ce sont tous des romans avec des familles plus ou moins dysfonctionnelles, souvent plutôt plus que moins. Et là, encore une fois, c'est aussi un genre que j'apprécie beaucoup. Donc si vous êtes comme moi, n'hésitez pas, quand les librairies, les bibliothèques auront réouvert, voilà, foncez lire les romans de Séverine Vidal. La première raison, c'était donc l'autrice. La seconde, c'est la maison d'édition, ou plus spécifiquement la collection Exprime, donc chez Sarbacane, qui est, à mon sens, l'une des meilleures collections, si ce n'est la meilleure collection pour les ados, avec des romans qui sont toujours extrêmement vrais, extrêmement forts. Vraiment, je ne crois pas avoir été déçue une fois par un roman de la collection Exprime. Pour en revenir à Désastre, dans ce roman, on va d'abord faire la connaissance de Pénélope. Pénélope, d'abord petite fille, puis jeune femme. Pénélope qui grandit seule avec une mère qui l'étouffe, qui l'humilie, qui la méprise, qui lui dit des mots doux, mais lui dit aussi qu'elle n'est pas bonne à grand-chose. Donc c'est vraiment une relation extrêmement compliquée, un équilibre extrêmement difficile à trouver pour cette jeune fille qui ne sait jamais sur quel pied danser avec cette mère qui peut lui dire des choses absolument horribles tout en lui faisant un câlin. C'est un vrai exercice d'équilibre pour Pénélope. Et cette relation toxique, elle va conduire Pénélope le jour où elle est enceinte, où elle va accoucher de son premier enfant, une petite fille qu'elle va nommer Garance. Donc ça va l'amener à faire le choix d'abandonner cet enfant. Elle l'abandonne parce que elle se sent victime de cette mère qui a eu des conséquences désastreuses sur sa vie, et elle a peur que sa mère influence aussi la vie de sa fille, et donc elle préfère faire le choix de l'abandonner pour le bien de Garance. Garance, 16 ans plus tard, elle s'appelle Romane. Elle a été adoptée, elle a été élevée par un couple qui l'entoure de beaucoup d'amour, qui ne lui a jamais caché son adoption et qui est à ses côtés quand Romane a envie d'essayer de retrouver sa mère biologique. Romane, c'est une fille qui est bien dans sa peau, qui a une meilleure amie, un groupe de potes avec lesquels elle fait de l'exploration urbaine, un crush pour un garçon. Voilà, c'est une jeune fille très solaire, très vivante, avec laquelle on a envie de devenir amis. D'ailleurs, pour la petite anecdote, en fait, la ville où habite Romane, la ville où elle va au lycée, en fait, c'est ma ville. C'est là que j'ai grandi, c'est là que je suis allée moi aussi au lycée, donc on partage ce même lycée. C'est là que j'ai travaillé aussi pendant plusieurs années, donc les restaurants, les rues, les quais, tous les endroits où elle passe, où elle se rend, c'est aussi mon environnement. Donc quand je dis qu'on a envie d'être amis avec Romane, c'est peut-être aussi parce que oui, je me verrais bien, si j'avais quelques années de moins, à la sortie du lycée, attendre Romane sur un banc après les cours. Nous avons donc Pénélope, nous avons Romane, et évidemment leurs chemins à un moment donné vont se croiser, vont se heurter, et je ne vais pas vous en dire
plus évidemment parce que ça ce sera à vous de le découvrir si vous lisez ce roman, mais c'est un moment extrêmement intéressant en fait parce que donc on commence nous ce roman en tant que lecteur, lectrice avec Pénélope et on suit son histoire et évidemment on a de l'empathie pour elle, on la voit victime de cette mère abusive, mais quand on change de point de vue, quand on repasse la même histoire, mais donc l'histoire de l'abandon, mais du point de vue de Romane, évidemment notre regard va changer, ce sera plus le même angle. Donc là aussi c'est un vrai numéro d'équilibriste. Je vous parle de ce roman parce que il est véritablement centré autour de ces personnages féminins. Alors il y a Pénélope et Romane dont je viens de vous parler, mais il y a aussi Irène, la mère de Pénélope, il y a Nat, la mère adoptive de Romane, Eva, sa meilleure amie. Donc on est dans des relations qui sont pour certaines extrêmement difficiles, extrêmement complexes, conflictuelles, mais on est aussi pour d'autres relations, notamment celle de Nat ou Eva avec Romane, dans des relations extrêmement positives, extrêmement bienveillantes, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Et donc on a voilà, à la fois le pire de ces relations entre femmes et le meilleur. Et en vrai, je serais injuste si je ne citais pas le père adoptif de Romane, qui n'est pas une femme, mais qui a quand même un rôle important, qui est aussi quelqu'un d'extrêmement positif dans son entourage et d'extrêmement bienveillant. Je pense que ce lien, cette affection que l'on peut avoir pour les personnages, il est lié à deux qualités d'écriture de l'autrice. La première, c'est qu'elle nous dépeint des ados qui ressemblent vraiment à des ados et qui s'expriment comme des ados, et non pas avec des phrases empoulées au plus que parfait. Je ne citerai personne. La seconde, c'est qu'elle parsème son récit d'anecdotes, de morceaux d'enfance, de souvenirs qui participent vraiment à créer dans nos têtes de lecteurs, de lectrices, le personnage, bien plus que de savoir qu'elle est grande, blonde ou quelque chose du 38, sont vraiment des petits morceaux de récits pleins d'émotions qui participent vraiment à la construction de ces personnages. Il y a une deuxième raison pour laquelle je vous parle de ce roman, c'est qu'il aborde aussi un sujet extrêmement important, même si je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que je ne voudrais pas vous spoiler le récit, mais il aborde la question des violences faites aux femmes sur le plan moral et sur le plan physique, et notamment au sein du couple. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'il montre comment, même quand on a une vie plutôt équilibrée, quand on est entouré de sa famille, de ses amis, même si on a pleinement conscience dans l'absolu que non, un homme qui frappe sa compagne, qui l'humilie, ce n'est pas normal, il peut arriver qu'on se retrouve aussi dans cette spirale où, après la première claque, on se dit que c'était juste une fois, que c'était une erreur, que ça ne se reproduira pas et que peut-être nous aussi on était responsables. Donc ça nous montre que ça peut arriver en fait à tout le monde, à toutes les femmes et pas uniquement à celles qui seraient isolées. Et je trouve ça hyper important en fait parce que souvent on entend, et moi aussi peut-être que j'ai pu le dire à des moments où j'étais moins sensibilisée à la question, ah oui mais si il la bat vraiment, pourquoi elle ne s'en va pas? Comme si c'était simple en fait, comme s'il n'y avait pas cet amour, cette affection qui pouvait rester, comme s'il n'y avait pas cette relation de manipulation, de chantage affectif, comme si c'était facile. Ça ne l'est pas. J'ai vu aussi une actualité malheureusement tragique qui est celle de l'augmentation des violences conjugales depuis le début du confinement. Dans un pays comme la France, elles ont augmenté de 30%. 30%, c'est le nombre de plaintes en fait, c'est le nombre de violences que l'on a pu voir, que l'on a entendues. Ça ne couvre pas toutes celles qui se font dans le silence. Ces 30%, c'est en France, mais il y a des pays comme le Mexique, comme le Brésil, comme la Turquie, où ces violences, elles ont augmenté de 60%, de 100%, de 150%. C'est le nombre de féminicides aussi qui a augmenté, c'est le nombre de femmes tuées par leur compagnon ou leur ex-compagnon. Depuis le début du confinement, en 3 semaines et demie, elles sont 9 à avoir été assassinées par
leur conjoint ou leur ex-conjoint. Et ce que le roman Désastre nous rappelle, et qu'il ne devrait pas être nécessaire de rappeler, mais pourtant, c'est qu'au sein d'un couple, une femme, un homme, au sein d'une famille, un enfant, qui est victime de violences conjugales, familiales, cette personne n'est jamais responsable de cette violence, elle n'est jamais coupable et elle en est véritablement une victime. D'ailleurs, cette notion d'être coupable, d'être victime, c'est vraiment une notion essentielle au cœur du roman et qui va trouver une conclusion assez belle. Je vous invite là encore à la découvrir. Et cette question, elle va être abordée de façon vraiment subtile. Et je pense notamment au personnage d'Irène, donc la mère de Pénélope, dont on comprend dans la façon dont elle est décrite que peut-être tout simplement elle souffre de troubles psychiques. Ce n'est pas dit de façon extrêmement précise, mais on peut comprendre qu'elle est bipolaire. Donc dans ce cas-là, est-ce qu'elle est responsable de ce qu'elle inflige à sa fille? Est-ce qu'elle est coupable ou non? En lien avec ce que je viens de vous dire, je vais vous lire un petit extrait du roman sur donc la relation entre Pénélope et sa mère Irène. Difficile pour une petite fille de vivre à côté d'une mère pareille, de grandir dans son ombre. C'est pourtant comme ça que le concevait Pénélope. Une petite vie, recroquevillée dans l'ombre de la pieuvre. Irène passait d'une minute à l'autre, du sourire à la grimace, du mot tendre à la vacherie cinglante. À 5 ans, Pénélope savait déjà repérer les indices et s'adapter. Un regard plus dur, la mine renfrognée, un soupir ou un geste plus vif de la main trahissait l'agacement. Et elle savait que ce n'était pas la peine d'insister ou de demander quoi que ce soit. Pour un câlin, une caresse, il faudrait patienter. Une pieuvre, à cheval sur 2 pôles, voilà ce qu'était sa mère. Ensuite, si vous avez envie de continuer à explorer la relation mère-fille dans la littérature ado, moi je vais vous conseiller la lecture de 3 romans qui sont quand même plutôt pour des grands ados à partir de 14-15 ans et qui peuvent être vraiment lus avec grand plaisir quand on est adulte. Le premier de ces romans, c'est Mère forte à agiter de Jenny Jagerfeld, qui a été publié aux éditions Thierry Magnier en 2015, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Maya, qui vit avec son père et qui se rend un week-end sur 2 chez sa mère. Maya, c'est une jeune fille qui est en conflit avec son père, qui est en conflit avec l'autorité, avec la société de façon un peu générale. Et donc un week-end où elle se rend chez sa mère, cette mère qui est un peu étrange, un peu distante, un peu spéciale, et bien sa mère a disparu. Et Maya va faire le choix de ne dévoiler à personne la disparition de sa mère et de mener l'enquête pour essayer de la retrouver. Le second roman, il s'intitule Une fille d'eux. C'est un roman de Joe Vitek dans la très très belle collection D'une seule voix aux éditions Actes Sud Junior, qui sont de très courts romans monologues d'une centaine de pages. Ici, la voix qu'on entend, c'est celle d'Anna. Anna qui est une jeune fille dont la mère est une prostituée. Une prostituée contre son gré, puisque c'est une femme ukrainienne qui a été droguée, kidnappée là-bas et emmenée en France dans un réseau de prostitution. Et Anna est le fruit de son métier de prostituée. C'est un très très beau roman sur le poids de la morale et de la honte, mais aussi sur l'amour que peut porter cette mère à Anna et Anna pour sa mère qui fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a. Enfin, le troisième roman dont j'ai envie de vous parler, c'est L'aube sera grandiose d'Anne-Laure Bondou, qui est une autrice que j'aime beaucoup beaucoup et je ne peux que vous inviter très 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 fortement à lire Tant que nous sommes vivants, qui est vraiment un des plus beaux romans ado young adulte que j'ai eu l'occasion de lire.
Pour en revenir à L'Aube sera grandiose, c'est un roman qui a été publié par Gallimard en 2017 et qui nous conte l'histoire en fait d'un secret de famille rapporté par une mère à sa fille tout au long d'une nuit blanche dans une cabane au bord d'un lac. Je ne vais pas vous en dire plus pour ne pas vous gâcher le suspense, vous donner trop d'éléments. Je vous invite vraiment à lire ce roman et les deux autres que je vous ai présentés juste avant. Voilà pour cette 10e vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné envie de découvrir la plume de Séverine Vidal avec les romans dont je vous ai parlé là, ou peut-être avec les romans qu'elle a pu publier pour les enfants plus jeunes ou ses albums. C'est aussi l'autrice, la scénariste de plusieurs BD. Moi, il y en a une que j'ai lue, un roman graphique que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle La Maison de la plage, illustré par Victor L. Pinel, qui est paru chez Marabule en 2018. Et là aussi, c'était une histoire de famille, de secret de famille. C'était vraiment un très beau récit, un très beau roman graphique que je vous invite à découvrir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez peut-être envie de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les vidéos suivantes. Envie de me laisser un petit pouce levé, un petit commentaire pour me montrer que vous êtes là et qu'il y a quelqu'un de l'autre côté de la caméra. Merci encore et à très bientôt.